savez tout sur le ponçage et sur le masticage. Procédons maintenant à la mise en teinte du bois. Donc, nous allons appliquer la couleur, hein, ce que nous appelons dans notre jargon la mise en teinte du bois. Pour cela, nous allons utiliser des teintes un petit peu différentes. J'ai choisi, en l'occurrence, une teinte un petit peu dorée avec le merisier. Alors, on va faire des essais, toujours faire des essais de couleurs. Hein. Chaque bois peut réagir un peu différemment, bien qu'une teinte merisier ne sera jamais rouge comme de l'acajou, bien entendu. Alors, on va faire un petit essai, déjà avec le merisier. Je vais vous permettre de voir un peu ce que ça donne sur ce bois. On doit avoir une teinte un petit peu dorée, ce qui est le cas, d'accord? Donc voilà ce que va nous donner la teinte merisier. Vous voyez, je regarde pendant que c'est humide. Hein. En séchant, la teinte va tomber. Il ne faut pas s'arrêter à cette couleur sèche, hein. C'est bien l'aspect mouillé qu'il faut visualiser. Alors si je voulais brunir un petit peu plus ma couleur, je vais prendre le concentré de gros. Ça pour vous montrer simplement que les couleurs sont miscibles entre elles. Voilà, donc la miscibilité des couleurs, on aurait pu mettre une petite pointe d'acajou pour faire un merisier un petit peu plus rouge, hein, sans que ça vire à l'acajou évidemment. Donc on peut y aller de façon plus ou moins subtile. Hein. Et vous allez voir que le fait d'avoir rajouté un petit peu de rouge, j'aurais foncé un tout petit peu plus, j'aurais quelque chose d'un petit peu plus mordoré peut-être. Donc voilà des nuances possibles. Mais vous pouvez également, parce que ma couleur me plaît bien, mais cette fois je la trouve un peu trop foncée, ajouter de l'eau, ce qui va me permettre d'éclaircir ma teinte. Donc n'hésitez pas sur la proportion d'eau, c'est évidemment plus vous allez mettre de l'eau, plus vous allez l'éclaircir. Donc ça c'est dans votre choix. Et à force de faire vos petits essais, votre petit échantillon, vous dites voilà la couleur que je cherchais. Quand on est arrivé à la couleur idéale, alors ces essais-là, attention, ne les faites pas en plein milieu de votre table de salle à manger si c'est celle-ci que vous voulez teinter. Faites plutôt ça soit sur un pied, dans un endroit un peu discret, on va dire, qui sera assez facile une fois sèche à reponcer si ça n'allait pas au niveau de la couleur. Ou alors si vous avez une chute, ça pourrait très bien être un meuble de votre fabrication, ou des fois une étagère, le dessous d'une étagère qui ne se verra quasiment pas. Dans ce cas-là, faites vos essais plutôt sur ces pièces-là. Quand vous allez avoir à teinter, procurez-vous des gants. Parce que ça va colorer autrement vos mains. Donc, on s'habille de gants et nous allons procéder à la mise en teinte. On va s'équiper aussi de mèches. On va aussi s'équiper de mèches de coton. Alors, la mise en teinte. Attention, pour qu'il n'y ait pas de raccord possible, on va faire abstraction de ce qui est là, mais comme c'est pas sec, je vais le redétremper, je pense qu'on ne le verra pas. Voilà, on est parti sur notre couleur. Alors, on fait une application, regardez, ce n'est pas de la peinture, je ne vous demande pas de soigner l'application, je vous demande d'être généreux et d'appliquer de façon généreuse. Alors, pourquoi généreux? Tout simplement parce qu'il faut essuyer avant que ça sèche. Comprenez que si je mets très peu de produit, ça va sécher très vite. Là, par contre, je sais que ça va mettre du temps à sécher. Alors, parfois, les gens me disent, mais attention, est-ce que là où j'ai une forte concentration de produit, par exemple ici, est-ce que je ne vais pas être plus foncé que sur cette partie que je fais là où j'ai moins de produits? Non, n'oubliez pas de blanc, hein, surtout. Hein, veillez à bien faire les angles, les coins, et n'oubliez pas de blanc. Là, j'en ai un petit ici, voilà. Là aussi, voilà. Mais rassurez-vous, là où il y a une abondance de produits, ce ne sera pas plus foncé pour autant, puisque là maintenant, c'est le but de la mèche, je vais essuyer pour égaliser. Alors égaliser ne veut pas dire, voilà, de façon régulière, non. Je vais essayer de sécher ma surface comme si je cherchais à tout retirer. Et en fait, en séchant bien, je ne fais qu'enlever l'excédent. Le bois a pris ce dont il avait besoin. Et vous allez voir que cette partie-là ne s'en trouve pas plus foncée pour autant. Donc n'oubliez pas d'être assez généreux pour l'application. Alors vous m'avez vu parce que là j'ai une petite surface travailler avec un pinceau. Attention, si vous avez des panneaux de surface plus importante, pensez à des grandes portes par exemple, ou des côtés de meubles, ou une table, hein, simplement un plateau de table. Prenez tout simplement une éponge végétale. L'éponge de mer a un pouvoir de rétention qui est très très important. Ça vous évitera de faire des allers-retours avec votre pinceau qui va s'assécher lui beaucoup plus rapidement. Donc à l'éponge, badigeonnez de façon généreuse. Ne vous souciez pas tellement des fils du bois, hein. Badigeonnez de façon généreuse. Essuyez. Par contre, quand vous essuyez, veillez à ce que votre mèche, qui peut être saturée de teinte, soit sèche. On la retourne, on en prend un autre morceau de façon à vraiment... Voilà, c'est un peu comme si j'essuyais mes verres. Je ne veux pas qu'il y ait une trace d'application. Et là, je n'ai aucune trace de chiffon. J'ai quelque chose qui est homogène en termes de couleur.
la teinte va nécessiter, elle, un séchage de 6 heures, non pas 12 heures, 6 heures avant d'appliquer une finition. Alors les finitions à venir, elles peuvent être différentes. Là ici, je vais vous montrer, on va prendre l'exemple par contre qui pourrait être un meuble de cuisine ou qui pourrait être un meuble qui va être un peu sollicité. Donc on va peut-être pas faire une finition cirée sur ces meubles-là, on va opter pour un vernis. Et je vais vous montrer une finition, donc vernis. Mais avant d'appliquer mon vernis, quelle que soit la finition choisie, ça pourrait être une finition cirée également, je vais mettre le fond dur qui, lui, est le fixateur de ma couleur. Hein, ce fond dur est un bouche-port, mais également un produit qui me permettra de fixer ma teinte. Donc, première chose, après la teinte, 6 heures de séchage, le fond dur SEV. Bien, voici notre support qui a été mis en teinte. Hein. Nous avons vu l'application de la couleur. Là, ça a été teinté il y a maintenant un peu plus de 6 heures, donc le séchage de la teinte est parfait. Nous allons pouvoir procéder à la finition. Je pourrais dire aux finitions. Commençons par une finition, on va dire, destinée peut-être aux meubles qui sont un peu plus sollicités. Pensons à la cuisine, pensons aux tables de salle à manger, tables de salon. Éventuellement également finition possible sur des parquets. Un parquet, on va marcher dessus, on va avoir besoin d'une résistance. Donc là, je vais vous parler d'une finition de vernis vitrificateur. Sachez que ce vernis vitrificateur va se décliner soit en mat, soit en satiné, soit en brillant. Mais première chose à faire, quelle que soit la finition choisie, nous allons commencer par mettre un fixateur sur cette teinte à bois que nous avons posé, je vous rappelle, il y a un peu plus de 6 heures. Et le fixateur, ce n'est autre que le fond dur SEV. Alors, ce fond dur, plusieurs applications possibles, soit avec un pinceau, voire un spalter, hein, des pinceaux très larges, si on doit travailler sur des parquets, puisqu'on va avoir des surfaces importantes. Pour des meubles, notamment quand il y a des moulures et autres, de façon à bien épouser tous les contours, toutes les formes, on va travailler plutôt avec la mèche de coton. Donc là, pour une petite surface comme celle-ci, je ne vais pas salir un pinceau, je vais travailler à la mèche de coton. Donc, la mèche que je vais imprégner de fond dur, un fond dur qu'on aura pris soin de bien agiter avant l'utilisation. Et on va commencer par passer le fond dur. Alors, vous voyez que le fond dur déjà va révéler un petit peu ma couleur, hein, on va lui redonner un peu cet aspect mouillé. Donc, il faut bien l'isoler. Donc, n'hésitons pas. Alors, vous voyez que je ne tourne pas en rond hein, pour faire pénétrer le fond dur. Essayez de travailler dans le sens du fil du bois, comme je le fais là. Voilà, ça peut se faire. Vous voyez, je remouille de temps en temps la mèche de coton. Voilà. On va en mettre partout. N'hésitez pas, même en cours de travail, hein, vous m'avez vu le faire avant de commencer, et n'hésitez pas en cours de travail à nouveau de bien aérer votre mèche, hein, qu'elle se charge bien de produit. Et voilà, on va renouveler, on va mettre suffisamment de fond dur pour bien isoler la couleur, c'est important. Alors je vous disais de travailler dans le fil du bois. Ça va vous faire sourire, je vais vous parler encore d'un terme de notre jargon. Si vous faites des traces comme ceci, on va dire, là il y a eu le passage, on appelle ça une queue de vache. Vous voyez la vache qui a promené sa queue. Donc non, il ne faut pas avoir de traces comme ça. Donc écrasez bien dans le fil du bois. Voilà, comme ceci. Et vous verrez d'ailleurs à l'application de ce produit, quand vous aurez fait 2 voire 3 passages, on obtient déjà un petit satiné. Et il faut cela pour garantir vraiment une stabilité de la couleur. Hein. N'oubliez pas, c'est le fixateur de la teinte. Alors, ce produit a un séchage ultra rapide. Attention pour les gens qui vont travailler avec un pinceau, avec un spalter, on va forcément charger un peu plus épais. Donc soyez patient, laissez sécher ce produit à peu près d'intervalle de 2 heures pour les couches. Ici, le fait de travailler à la mèche, on a quelque chose de beaucoup plus léger, de mieux travailler quand même, hein, bien sûr. Hein, c'est pour ça que pour les meubles, privilégiez la mèche de coton. Et vous allez avoir un séchage ultra rapide, du fait de son épaisseur assez faible. Entre les couches, n'oubliez pas dégrainer. Il existe pour cela des mousses à poncer. Celle-ci, je l'ai découpée en 2 parties. Alors, c'est pas tout à fait celle-ci parce que j'ai 2 sortes différentes. En fait, j'ai une fine, une super fine. Pour le fond dur, je vais utiliser la mousse à poncer fine. Et je vais grainer à main légère comme ceci. Le but n'est pas d'enlever le produit que je viens de déposer, mais d'égaliser et d'éliminer éventuellement les traces, hein, cette fameuse queue de vache par exemple. Hein. Voilà, pour avoir un travail bien précis et bien net. Tout ponçage crée une poussière, hein. N'hésitez pas à bien dépoussiérer avant d'appliquer la couche suivante. Hein.
Faites-le avec une balayette, hein, faites-le avec une époussette de soie, faites-le avec un petit morceau de mèche de coton, mais pensez à bien dépoussiérer. Et allez, on est reparti pour charger d'une pellicule supplémentaire de ce fondure. Alors vous voyez, on peut travailler, pourquoi pas, d'un bout à l'autre, hein, quand on le peut, bien entendu. Hein. Attention pour les gens qui ont des grandes surfaces, comme des parquets, traversez pas la pièce avec le pinceau, c'est pas nécessaire. On peut travailler aussi, comme je le fais là, par petite application. Voilà, l'essentiel étant de bien nourrir et de bien faire pénétrer le produit. Alors, évidemment, à la mèche, hein, j'écrase mon produit, chose que je ne vais pas faire forcément au spalter. Donc, ces traces de pinceau qu'on va trouver en travaillant au spalter, l'égrenage sert à ça. Hein, on va éliminer toutes ces traces possibles. Donc, un travail qui est bien fait à la mèche va occasionner en fait un égrenage beaucoup plus succinct, beaucoup plus léger. Voilà, vous voyez, je l'écrase bien justement pour ne pas trop aller chercher des excédents. Vous voyez, j'en aurai quasiment pas. Donc là, je vais pouvoir travailler vraiment à main légère pour égrener. Laissons sécher un petit peu tout ça quand même. Hein. Voilà. On va l'égrainer donc. Allez. Voilà. Toujours à main légère. Évitez de tourner en rond, toujours si possible dans le sens des lames du bois. Évidemment, les gens qui feraient des parquets où on a un parquet de Versailles avec des fibres qui sont croisées, on va choisir soit le sens de la pièce, hein, on va choisir un angle défini. Après, l'égrenage est fait avec des arrondi très fins, donc logiquement, il n'y a pas de rayure possible. Hein. Donc dépoussiérer, tout à l'heure, je l'ai fait avec une mèche de coton, là, voilà, une époussette hein, qui permet vraiment d'aller chercher même ce qui peut pénétrer un peu dans les pores du bois, hein, c'est pas plus mal. Voilà, on va bien dépoussiérer. Alors, lorsque l'on a bien fixé sa couleur, procédons maintenant à la finition. Je vous ai parlé de vernis. Là, on va passer à un vernis vitrificateur. Alors moi, je suis peut-être un petit peu rapide hein, pour une question de démonstration. Quand vous faites ça chez vous, prenez un temps de séchage peut-être un petit peu plus long, de façon à laisser bien durcir l'ensemble. Le vernis vitrificateur, si vous attendiez le lendemain, ça ne me dérangerait pas, bien au contraire. Hein. Laissez bien durcir votre fondure. Vous n'en aurez qu'un résultat meilleur et de plus longue durée. Alors, ce vernis vitrificateur, en l'occurrence, ici, j'ai pris le satiné. Je vous ai dit, il existe en mat et il existe en brillant. Moi, j'ai pris le compromis, le satiné. Je vais donc appliquer ce produit. Alors, on est en phase aqueuse, hein, nettoyage de votre outil, de votre pinceau à l'eau. Alors surtout, n'essayez pas de nettoyer une mèche de coton. Pour moi, c'est du consommable. Hein. N'essayez pas de nettoyer une mèche de coton. Vous risqueriez d'avoir des soucis avec ça. Pinceau que je vais utiliser pour appliquer mon vernis. Pinceau acrylique. C'est important. Prenez pas un pinceau de soie. Prenez un pinceau acrylique pour ce type de produit. Tout ça est mentionné sur les modes d'emploi, bien sûr. Hein. Voilà. Alors là aussi, on va travailler dans le sens du fil du bois et on va étaler tout simplement son vernis. Voilà, tirez bien sur votre vernis. Alors le pinceau que j'ai pris pour faire cette pièce-là n'est pas très large, j'aurais pu prendre un petit peu plus large, hein, effectivement. Évitez de prendre des pinceaux trop étroits, surtout quand vous avez des grandes largeurs. Prenez ce que l'on appelle des spalters, hein, qui sont des pinceaux bien plus larges. C'est pas simplement pour gagner du temps, un spalter, hein, c'est surtout pour bien tirer son produit. Alors, pendant que j'applique ce vernis vitrificateur, sachez que là, tel que je l'applique actuellement, ce sera très bien pour faire les meubles de la salle à manger ou des choses comme ça. Ou pour faire un parquet dans une chambre à coucher, c'est parfait. Par contre, si je devais faire un plan de travail de cuisine avec ce vernis, si j'avais à réaliser tout simplement un parquet hein, dans une pièce où il va y avoir beaucoup de passages, ça peut être un couloir, une entrée ou un escalier, peu importe. Voilà, je tire bien mon vernis hein, avec le pinceau. Donc je reviens donc à ce que je disais, si on a un trafic intense sur le parquet, ou si on veut vraiment avoir une finition beaucoup plus résistante, tout simplement parce que ça va être le plan de travail de cuisine, dans le vernis vitrificateur, vous avez la possibilité d'ajouter un ingrédient supplémentaire, et ce à raison de 10%, c'est son catalyseur.
quand on va inclure le catalyseur dans le vernis, on va avoir exactement le même résultat quant à l'aspect, mais on va avoir un vernis beaucoup plus résistant. Donc pensez-y notamment pour les cuisines, les parquets, passage intense, voilà, meubles de salle de bain par exemple et autres. Voilà, donc ça c'est l'application de mon vernis. Bon, actuellement vous le voyez peut-être un peu très brillant, mais c'est normal, il est encore humide. Voilà, on va le laisser tirer, on va le laisser sécher. Sachez que pour avoir une protection suffisante, il faut faire 2 voire 3 couches. Et entre les couches, il va falloir 8 heures. Donc même si c'est un produit en phase aqueuse qui va être sec au toucher très rapidement, dans la demi-heure qui suit, on pourrait penser qu'il est sec. Il n'est pas dur à cœur. Laissez bien durcir votre produit pendant 8 heures avant de l'égrainer. Donc l'égrainer, c'est à nouveau ce petit ponçage léger que l'on va faire avec la mousse à poncer. Et là, je vais prendre une mousse à poncer encore plus fine. Je vais prendre la super fine. Donc, toujours avec ma cale. La super fine va vous permettre d'égrainer tout cela. Petite anecdote sur les mousses à poncer. Vous avez vu leur souplesse. Si vous avez à travailler sur des pieds de table tournés, par exemple, et autres, c'est l'abrasif idéal, parce que lui va épouser vraiment toutes les formes arrondies, moulures, etc. Il va pouvoir vraiment épouser toutes les formes. Voilà pour ma finition vernis. Donc, on revoit ça, si vous voulez, quand ce sera sec et quand on aura mis éventuellement une 3e couche. Reprenons sur ce bois qui a séché, la teinte a été appliquée il y a maintenant un peu plus de 6 heures, donc là, celle-ci est sèche. Et je vais vous montrer sur ce bois teinté donc la finition traditionnelle, faite avec un fondure, une matine gobelac et une cire, donc vraiment la patine des professionnels traditionnels. Et ce à quoi je vais pimenter un petit peu la chose, je vais vous montrer comment on peut faire une simulation de bois ancien, de bois vieilli, avec des faux trous de verre, des fausses galeries qui peuvent apparaître des fois sur les meubles anciens. Alors pourquoi fait-on des faux trous de verre? Pensez bien que quand on fait une restauration de meubles, parfois on peut être amené à faire une greffe d'une pièce de bois nouvelle. Et bien entendu, quand le bois a une patine et ce côté un petit peu vieilli, un petit peu meurtri par les attaques d'agression d'insectes ou autres, eh bien cette partie rapportée, il faut qu'elle soit un peu dans le même esprit. Donc refaire des petites galeries et des trous qui seront des faux, de façon à ce que ça se combine et que ça se marie bien avec l'ensemble. Alors procédons déjà à la fixation de cette couleur. La teinte est sèche, ça je vous ai dit depuis maintenant 6 heures. On va déjà appliquer un premier produit qui est le fondure, qui va fixer notre couleur et qui en même temps va boucher les pores du bois. Alors avec cette mèche de coton, alors pensez bien à dépioter cette mèche comme ceci, on effiloche un petit peu, on prend ce dont on a besoin, donc adaptez-vous en fonction de votre support et de votre main. N'hésitez pas à bien l'aérer, comme je le fais là. Après vous la composez comme je le fais ici, pour en faire un petit peu comme une boulette, voilà, une petite mèche comme ça, et que l'on va imprégner de produits. Voilà. Attention de bien mélanger certains produits qui le nécessitent, c'est le cas du fondure. Voilà, on va donc appliquer le fondure comme ceci, voilà. On va nourrir le bois, bien écraser pour faire pénétrer ce fondure, aller rechercher du produit et à nouveau, voilà, déposer. Alors vous voyez qu'on peut faire un geste sur la longueur si vous le souhaitez. Si les surfaces sont trop importantes, eh bien vous pouvez travailler comme ceci, il n'y a aucun inconvénient à cela. Voilà, on va bien nourrir, n'hésitez pas à recharger. N'oubliez pas que le but c'est de garnir les pores du bois, donc il faut charger quand même un petit peu. Alors, fonction des bois, on va avoir des bois qui ont des pores plus ou moins creux. Le chêne va être plus poreux que ne pourrait l'être un noyer ou un merisier. Voilà, bien écrasé. Sachez que ce produit a un séchage ultra rapide, surtout quand on va le travailler à la mèche de coton. Donc, une fois qu'il est sec, on peut l'égaliser pour enlever les surplus que l'on peut avoir, soit par maladresse un petit peu appliqué à la mèche, un peu dans tous les sens, et simplement pour l'égaliser. On va prendre une laine d'acier fine, et avec cette laine d'acier, quand votre support est bien sec, bien entendu, on va égaliser, voilà, comme ceci. Ça permettra d'éliminer tous les surplus à main légère, comme ça, dans le sens des laines du bois.
Alors si on fait ce geste-là, c'est pas simplement parce que c'est indiqué et qu'il faut le faire, c'est aussi et surtout pour égaliser, c'est-à-dire enlever vraiment tous les petits défauts. Donc là, on va travailler au toucher et à l'œil pour visualiser si la surface est propre. Et on va renouveler. N'oubliez pas, quand on a égrené comme ceci, on a toujours ces petites poussières. Donc n'oubliez pas avec une époussette ou avec une mèche de coton propre, n'oubliez pas d'enlever les poussières. Hein, c'est important. Alors on va recharger avec le fond dur. Voici une deuxième application. Tirez bien sur votre produit. Voilà, écrasez bien la mèche. Alors, il n'y a pas de geste technique très particulier, hein, simplement. Voilà, il faut passer partout, bien écraser. Vous pouvez finir en long si vous pouvez. Alors, chose importante qu'il faut savoir, et quand même, ne travaillez pas dans des locaux trop froids ou trop humides. Hein. Ce sont des produits qu'on travaille nous en atelier en général, hein, pour les professionnels. Et dans un atelier, voilà, il fait une température tout à fait classique, hein, raisonnable, hein, à partir de 16 degrés jusqu'à 18, 20, 22, 25 s'il fait très très chaud l'été. Mais voilà, on fait pas ça en plein soleil quand il fait très très chaud, et on fait pas ça même dans un garage à l'abri quand il pleut, quand c'est très très humide. Hein, il faut quand même, un atelier normalement est censé être chauffé. Il peut y avoir des réactions de blanchiment de produits qui ont du mal à sécher. Alors voilà, donc notre surface est préparée, on a passé le fond dur, celui-ci, voilà, là on termine de le sécher, hein, il durcit tranquillement. On va l'égaliser, toujours à la laine d'acier, voilà, à main légère comme ceci. Voilà. Et ensuite on va procéder à la patine traditionnelle que l'on fait avec la matine gomme laque. Mais avant cela, je vous ai dit, j'allais vous montrer une petite astuce pour faire ce semblant de bois un petit peu vieilli, qui est dû donc aux agressions des vrillettes, tout simplement, enfin des insectes donc, qui auront mangé ce bois. Donc ces vrillettes, elles font des petits trous, on voit même parfois des petites galeries. Alors si on veut s'amuser à donner ce côté un petit peu plus ancien, vieillir un petit peu, on peut faire une simulation de petits trous. Il faut juste que je trouve mon petit appareil, il est là. Voilà. Donc, en fait, c'est simplement un manche de bois sur lequel j'ai mis un clou ou une vis, peu importe. On aura bien sûr retiré la tête du clou ou de la vis. On aura pris soin de les pointer sur un petit touret à meuler, hein, ou avec une lime, de façon à faire quelque chose de rond. Attention, les pointes de clou souvent sont un peu carrées. Et si vous faites une empreinte avec un clou, vous allez faire des trous carrés. Et des trous de verre carrés, je n'en connais pas. Donc en général, c'est plutôt rond. Donc le petit trou, voilà, simplement fait avec une pointe. Alors certains pourront vous dire, alors vous allez voir, hein, je vais faire alors, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup là, quand je le fais comme ça, mais vous allez voir, je vais utiliser un produit qui va mettre en valeur hein, cette chose-là. Je ne vais pas le faire partout, hein, je vais le faire juste sur une petite zone. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de massacrer mon morceau de bois, le vilain. Alors vous allez voir, je vais faire là des galeries. Mais vous allez mieux les voir tout à l'heure. Hein. Allez, je vais en faire une par ici, on peut en faire une là. Alors attention néanmoins, dans ce genre de geste, il faut respecter une certaine logique. Si vous avez un nœud, par exemple, une partie très très dure, souvent les insectes n'y vont pas. Hein, donc essayez de faire ça plutôt sur une partie qui vous semble la partie la plus jeune du bois. En général, ils préfèrent les parties les plus tendres. Alors pareil pour les galeries, ne vous amusez pas à faire une croix parce que ça sera une croix. Ce ne sera pas vraiment une simulation de galerie. Donc travaillez dans la logique. Il n'est pas défendu d'aller recopier un petit peu, de prendre un morceau de bois vermoulu, de voir un peu comment ça se passe et comment ça se positionne pour dire on va essayer de faire la même chose. Alors cette partie-là, ici à l'image, vous avez peut-être un peu de mal à voir un petit peu mes imperfections voulues, eh bien je vais les mettre en valeur. Et pour ça, je vais utiliser un produit qui s'appelle le bitume de Judée. Et ce bitume de Judée, c'est lui qui va faire ressortir ces parties vieillies et qui va m'apporter un peu plus de patine, un peu plus de vieilli. Alors je vais le faire que sur une partie de ma planche, comme ça on pourra voir avec ou sans ce vieillissement. Et vous allez voir que quand je passe le bitume de Judée, pour ça je vais prendre un pinceau, je vais prendre celui-ci, voilà.
Je vais mettre mon bitume de Judée dans un récipient. Alors bitume, ça vous fait penser à goudron. Vous allez voir qu'effectivement, on a un produit qui est un petit peu épais et qui fait vraiment sensiblement penser au goudron. Et ce produit-là, eh bien, je vais l'appliquer au pinceau. On peut l'appliquer de façon généreuse, comme ceci. D'accord? Alors, il faudra bien noter que la couleur elle-même va s'en trouver un petit peu modifiée, puisqu'on va brunir un petit peu, on va vieillir un petit peu la couleur également. Donc ça veut dire que dans la recherche de couleur au départ, il faut tenir compte que le bitume va vieillir. Alors pas autant que vous le voyez là, puisque maintenant je vais retirer cet excédent. Donc avec une mèche de coton, je vais essuyer l'excédent. Et là, on va mettre en valeur davantage encore les veines du bois, parce que le produit va pénétrer un peu dans les veines du bois, ce qui va donner ce côté un petit peu vieilli. Et là, si vous pouvez le voir, dans les trous de verre qui sont ici, le bitume il est rentré. On peut recharger sans problème, si jamais ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors évidemment, évitez de faire des teintes très très foncées au départ, sinon vous aurez du mal à les distinguer. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien, mais là vous avez vraiment cette... on fera peut-être un plus gros plan par la suite pour voir cela. Alors, là nous avons mis le bitume de Judée. Ici, nous étions arrêtés sur le fondu recevé. La patine n'est pas terminée pour autant. On va maintenant mettre la matine gomme-lac. Cette matine gomme-lac qui, elle, va donner de la profondeur, mettre en valeur un petit peu le tout. Alors, donc la matine gomme-lac, elle va s'appliquer toujours avec cette mèche de coton. Donc voici la matine gomme-lac. Là encore, on va bien aérer sa mèche et on va la nourrir de cette gomme-lac. Voilà. Et la matine gomme-lac, moi je vais l'étaler sur l'ensemble de la surface. Comme le fond dur, vous pouvez travailler comme ceci ou tirer sur la longueur. Pensez simplement à bien écraser votre produit, bien le tirer. Alors vous verrez la démarcation où j'ai mis cette zone que j'ai patinée un peu plus à l'ancienne, un peu plus vieillie. Alors cette matine gomme-lac va me donner la patine et va en même temps fixer mon bitume que j'ai mis tout à l'heure. Alors là encore, on travaille à la mèche de coton. Là aussi, il faut qu'il y ait une suffisance de produit quand même pour donner cette belle patine. Donc on va revenir 2 voire 3 fois sur la surface. Voilà. Donc là, voilà déjà un petit peu ce que ça peut donner. Alors là-dessus, on va attendre que ça sèche un petit peu, bien sûr. On va égaliser cette fois-ci avec une laine d'acier encore plus fine. Là, c'est de la laine d'acier extra fine. Et on va renouveler ce passage de gomme-lac. On va faire je vous ai dit, 2 voire 3 passages. Donc à main légère, assurez-vous bien sûr avant de passer votre laine d'acier, quand vous passez la main dessus, ce doit être sec. Attendez, ne passez pas votre laine d'acier si ça n'a pas bien séché. Évidemment, si vous mettez plus d'épaisseur de produit, c'est un petit peu plus long à sécher. Et vous voyez qu'il n'y a pas nécessité de mettre beaucoup de produit. Donc on va recharger à nouveau avec la gomme-lac. On va faire un deuxième passage. Donc là, on est sur une finition vraiment traditionnelle. La finition. Alors, qu'est-ce que la gomme-lac? La gomme-lac, c'est une résine naturelle qui est cireuse. Et du fait qu'elle soit cireuse, cette gomme-lac, eh bien, justement, elle va permettre à la cire de bien se fixer dessus. Donc, on va avoir une patine vraiment avec beaucoup de profondeur et qui va pouvoir recevoir de la cire sans aucune incompatibilité, au contraire. Bien, voici une nouvelle finition. Là, je vais vous parler de la finition faite avec une matine cellulosique. Alors, qu'est-ce que la matine cellulosique? Ça va vous donner une finition vernie, un vernis méché, donc on va travailler à la main, donc d'une grande finesse. Ça donne beaucoup de profondeur au bois et plus résistante, par exemple, que la matine gomme-lac. La matine gomme-lac qui, elle, va donner peut-être un peu plus de profondeur, qu'on va réserver à des meubles anciens dont on veut une très très belle patine qui sera finie à la cire. La matine cellulosique, elle va apporter beaucoup plus de résistance. Donc les tables de salle à manger, les tables de salon ou autres, les buffets, la matine cellulosique parfois, notamment pour les plateaux, est plus appropriée. Alors reste une finition plus résistante encore, c'est le vernis vitrificateur. Là on est dans un compromis sur le plan esthétique et sur le plan solidité. Donc voici cette matine cellulosique. Alors avant tout, bien sûr, je vais partir d'un bois
qui était à l'état brut, que je viens de teinter hein, avec notre teinte à bois. Et celle-ci aura séché pendant 6 heures. Hein. Donc après ces 6 heures de séchage, avant de mettre ma matine, qui est la finition, je vais commencer par mettre le fondur. Le fondur, lui, c'est le bouche-port. C'est un peu, si vous voulez, l'après que l'on met avant de mettre une peinture. Hein. Et bien là, c'est la couche d'impression, si vous voulez. Ce fondur, qui est le bouche-port, va me permettre également de fixer ma couleur. Donc il est indispensable. Je vais l'appliquer, lui, avec cette mèche de coton. Mèche de coton que l'on va bien imprégner de fondure. Et vous allez travailler, comme je le fais ici, de préférence en suivant bien les veines du bois, hein, toujours dans le sens de la longueur de vos pièces de bois. Généralement, bien sûr. Il va de soi que si vous avez des mouvements, des moulures qui sont tarabiscotés, évidemment, vous suivez le mouvement de vos moulures. Voilà. Bon, n'hésitez pas à bien charger en fondure. Hein, n'oubliez pas que c'est lui qui vient isoler pour protéger votre teinte et votre bois. Donc, n'hésitez pas à renouveler 2 voire 3 fois. Alors ça va être en fonction des bois qui sont très poreux, parfois même un peu plus quand c'est des bois qui sont extrêmement poreux, ce qui est le cas du chêne. Hein. Le chêne est un bois qui a un port profond. Donc il faut, pour bien l'isoler, n'hésitez pas à charger avec le fondure. Voilà. Déjà, lui va donner un aspect un petit peu satiné à votre bois. Et vous allez voir que la matine, elle, va révéler toute la profondeur et la brillance que vous cherchez. Voilà donc pour le fondure. N'hésitez pas, après séchage de ce dernier, d'égaliser en frottant tout simplement avec une laine d'acier très fine. Le but n'est pas d'enlever votre produit, mais de faire un petit ponçage, un micro-ponçage léger, pour enlever les éventuelles traces que vous auriez laissées au passage de la mèche. Donc ne le faites que quand c'est sec, bien entendu. L'avantage de ce fondure SEV, c'est qu'il a un séchage ultra rapide. Donc en général, quand on fait un meuble, si peu qu'on ait 2 portes à faire, un tiroir, etc., le temps de faire le tour de ces éléments, la première pièce de bois que vous aurez traitée sera sèche largement. Déjà ici, j'ai un bois qui est quasiment sec. Donc avec ma laine d'acier, je vais bien égaliser. J'égalise. Voilà, hein, on vérifie bien d'avoir bien égalisé, bien retiré toutes les traces potentielles restées. Voilà. Une fois que c'est parfaitement adouci comme ceci, on va pouvoir maintenant passer à la finition avec la matine cellulosique. Celle-ci va s'appliquer tout comme le fondure avec votre mèche de coton. Pensez à bien aérer votre mèche de coton. Voilà, vous allez en faire un petit tampon comme ceci. Cette matine cellulosique. Voilà, vous allez la répartir dans votre mèche. Celle-ci va servir de réservoir hein, et vous déposez votre produit de façon très très régulière. Donc n'hésitez pas là aussi de bien tirer dans le fil du bois. Rechargez votre mèche à chaque fois qu'il sera nécessaire. Hein. Voilà, déposez bien votre produit, tirez-le bien comme ceci. Et n'hésitez pas à renouveler l'opération, là encore, 2 voire 3 passages hein, pour bien garnir et pour avoir une belle finition. Et là aussi, entre les passages, bien entendu, vous pouvez passer cette laine d'acier très très fine. Passez-la à main légère. Hein. Je vous rappelle que le but est juste d'égaliser, d'éliminer les traces dues au passage de la mèche. Voilà, on va faire une deuxième application. Alors, cette matine cellulosique va vous donner une très très belle finition, brillante. Hein. Là, on est dans une finition qui donne un beau résultat de profondeur. Voilà, donc à ce stade-là, quand c'est bien sec, je prends mon petit tampon de laine d'acier, je vais égaliser ma surface. Je fais ça à main légère. Ne le faites jamais si ça colle, ça veut dire que vous avez peut-être chargé un peu trop en produit, ce qui ne serait pas dramatique en soi. Il faudra simplement le laisser sécher davantage pour passer à la laine d'acier, pour que ce soit bien sec quand on passe la laine d'acier. Et à nouveau, on va recharger avec cette matine cellulosique. À chaque fois que vous repasserez une couche supplémentaire, vous montrerez en brillance. À vous de vous arrêter à souhait. Hein. Moi, je vous dis en général 2-3 applications, mais il n'est pas défendu d'en faire une 4e, voire davantage, si vous souhaitez vraiment avoir une très très belle brillance. Et surtout, écrasez bien votre produit, tirez bien la mèche, hein, tirez bien la matine. Voilà. Donc une finition qui est très facile à réaliser également. Hein.
et qui va vous donner toute la profondeur que mérite ce bois. Voilà pour la matine cellulosique.